Accrochez-vous. L'épisode 1980 de Demain nous appartient, diffusé le 4 juillet 2025, pourrait bien rebattre toutes les cartes à 7. Entre coups de théâtre, ruptures silencieuses et alliances inattendues, rien ni personne ne sortira indemne de ces 45 minutes d'intensité pure. Dans notre analyse exclusive, nous décodons les signaux cachés, décryptons les gestes et repérons les indices que bien les plus assidus ont peut-être manqués. Vous croyez avoir tout vu? Détrompez-vous. Installez-vous, préparez votre cœur à battre plus fort et laissez-vous guider. Si le moindre frisson ou la plus petite révélation vous passionne, abonnez-vous dès maintenant. Chaque clic nous aide à continuer de fouiller les coulisses de votre feuilleton favori. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, partagez vos théories en commentaire et restez jusqu'au bout. La dernière minute risque de tout faire basculer. Prêt pour le grand frisson? Rejoignez-nous et lançons la discussion. Ce matin-là, le soleil de Sète semblait moins éclatant, voilé par une tension diffuse qui s'infiltrait dans les ruelles pavées de la ville portuaire. Pourtant, rien ne laissait présager un tel séisme émotionnel. À 8h42 précises, alors que le quartier résidentiel des Chênes était encore enveloppé du silence matinal, un convoi de police banalisé s'est arrêté devant le domicile de François Lehaut. Quelques instants plus tard, sous les yeux sidérés de ses voisins, le professeur de lettres respecté, figure familière du lycée Agnès Varda, était arrêté. Menotté, sans violence mais sans ménagement, il est conduit vers la voiture banalisée, le regard fixe, le visage blême. Un silence de plomb accompagne la scène, uniquement rompu par les cliquetis des téléphones portables qui immortalisent l'instant. En quelques secondes, la nouvelle envahit les réseaux sociaux, les discussions de café et les couloirs du lycée. François Lehaut a été arrêté. Ce choc narratif n'est pas anodin. Demain nous appartient, à travers cet épisode 1980, prend un virage dramatique audacieux. Le téléspectateur, habitué aux dilemmes familiaux et aux tensions sentimentales, se retrouve brutalement plongé dans une affaire judiciaire à haute intensité. Pourquoi François? De quoi l'accuse-t-on exactement? Très vite, les premiers éléments filtrent. Il aurait délibérément effacé l'historique GPS de son véhicule, un geste suspect, dans le cadre d'une enquête en cours liée à une affaire non élucidée. Probablement un sabotage ou un déplacement suspect sur les lieux d'un crime. Ce détail, apparemment technique, devient l'épicentre d'un tremblement de terre. François, interrogé par Soraya Bédiard, avocate brillante et tenace, avoue ce geste. Mais son aveu est accompagné d'un plaidoyer bouleversant, il ne cherche pas à fuir la justice. Il veut seulement éviter d'être trahi par une technologie qui pourrait le condamner à tort. J'ai eu peur, Soraya, peur qu'on m'accuse à partir de données manipulables, peur qu'on ne m'écoute pas, confie-t-il dans un échange d'une intensité rare. C'est là que réside la première grande force de cet épisode. Le doute omniprésent qui s'insinue chez chaque personnage et par extension chez chaque spectateur. François est-il victime d'un complot, d'un malentendu ? Ou bien son passé cache-t-il une part d'ombre jusqu'ici dissimulée derrière son apparente bienveillance? La série ne tranche pas, du moins pas encore. Elle préfère cultiver le trouble, construire une tension latente qui électrise chaque scène. Dans les rues de Sète, les réactions sont immédiates et contrastées. Adam, son fils, découvre l'information via une alerte sur son téléphone. Sa réaction est instinctive. Il court, affolé, jusqu'au commissariat, puis au lycée, tentant de recoller les morceaux d'une image paternelle qui s'effrite sous ses yeux. Pour Charlie, l'ancienne élève de François, aujourd'hui surveillante au lycée, le choc est plus sourd. Elle refuse d'y croire, s'enferme dans le silence, comme pour conjurer la réalité. Mais c'est au Spoon, le cœur social de la ville, que les discussions prennent un tournant symbolique. Entre deux cafés, les clients débattent. Tu te rends compte, François, ce n'est pas possible. Tu crois qu'on peut vraiment connaître les gens, même les plus proches? Il n'aurait jamais fait ça. Ces répliques, banales en surface, traduisent une fracture bien plus profonde, celle entre l'image publique d'un homme et les zones grises de son intimité. La réalisation de l'épisode accentue ce climat d'instabilité. Les plans sont resserrés, parfois tremblants, et les couleurs volontairement désaturées, presque froides. L'atmosphère visuelle accompagne le bouleversement narratif. Sète n'est plus ce décor de carte postale ensoleillée. Elle devient un labyrinthe de soupçons où la lumière du jour n'éclaire plus mais expose. Une ville miroir des consciences troublées. Ce premier chapitre repose aussi sur une stratégie narrative efficace. Le dévoilement progressif, minutieusement orchestré. Chaque scène est une pièce du puzzle, chaque regard un indice, chaque silence une promesse de révélation future. Mais dans cette construction, François reste le cœur battant de l'épisode. Sa fragilité apparente, son insistance à clamer son innocence, son regard perdu lorsqu'il quitte la salle d'interrogatoire, tout concourt à faire de lui un personnage tragique, pris dans un engrenage dont il semble avoir perdu le contrôle. L'épisode ne donne pas toutes les clés,
Et c'est ce qui fait sa force. Il installe une tension sourde, presque insoutenable, qui ne repose pas sur des effets spectaculaires, mais sur des émotions brutes, humaines, profondes. La peur, le doute, l'instinct de protection, la honte, autant de sentiments que chacun peut reconnaître et qui rendent l'histoire d'autant plus captivante. Enfin, ce chapitre met en lumière une question fondamentale qui dépasse largement la fiction. Que ferions-nous à la place de François? Face à l'accusation, au regard des autres, à la machine judiciaire en marche, choisirait-on la transparence totale ou la stratégie de survie? Effacerait-on un détail pour se protéger, même au risque d'être suspecté? C'est dans cette zone grise, ni totalement innocente, ni franchement coupable, que Demain nous appartient s'engage avec une audace remarquable. Alors que l'agitation autour de l'arrestation de François grandit dans les rues de Sète, une autre scène beaucoup plus intime se joue en retrait. Loin du tumulte judiciaire, Soisic Vernet s'active devant sa maison. Armée d'un tuyau d'arrosage, elle nettoie soigneusement sa voiture. Le geste semble banal, presque apaisant, mais pour le téléspectateur attentif, il recèle un malaise subtil. Ce n'est pas le lavage routinier d'un véhicule poussiéreux. C'est une chorégraphie nerveuse marquée par une insistance inhabituelle sur un détail bien précis. Le pneu arrière gauche. La caméra, comme un œil intrusif, s'attarde sur ce point. Elle zoome légèrement, ralentit le mouvement, suspend la musique. On entend le bruit de l'eau coulant en gouttes lentes, presque menaçantes. Pourquoi ce pneu? Que cherche-t-elle à faire disparaître? De la boue? Une tache suspecte? Une preuve? Cette scène, silencieuse et pourtant assourdissante de tension, met le spectateur en alerte. Soisic sait quelque chose. Et ce qu'elle sait, elle le cache. Peu après, Soisic entre dans sa maison, visiblement troublée. Elle attrape son téléphone, le fixe longuement, puis enregistre un message vocal destiné à son fils Adam. La voix est tremblante, presque étranglée. « Mon chéri, je ne sais pas comment t'expliquer. Ce que je veux que tu saches, c'est que ton père est un homme bien. Il a toujours été quelqu'un de droit. » La phrase s'interrompt. Elle efface le message. Elle enregistre de nouveau. Cette fois, elle est plus concise, plus neutre. Pense à ce qu'on a vécu, à ce qu'il t'a transmis, sois fort. Cette hésitation, cet effacement, sont autant de signes de culpabilité ou de panique. Soisic n'est pas simplement affectée par l'arrestation de François, elle détient une pièce du puzzle. Et elle se débat intérieurement entre deux forces opposées, le désir de vérité et celui de protection. Ce tiraillement est palpable dans chaque expression de son visage, chaque silence prolongé. Ce que la série parvient à illustrer avec une finesse rare, c'est la violence d'un secret lorsqu'il se loge au cœur de l'intimité. Soisic n'est ni complice ni traîtresse. Elle est une femme prise au piège entre l'amour ancien, les responsabilités présentes et la peur du lendemain. Elle connaît la vérité, ou du moins une part suffisante pour faire pencher la balance, mais elle choisit de se taire. Et ce silence est terrifiant. À ce stade, Demain nous appartient ne cherche pas à donner toutes les réponses. Elle plante des indices, joue avec les nerfs du spectateur. Soisic a-t-elle vu quelque chose? A-t-elle aidé François à cacher une preuve? A-t-elle elle-même agi? Ou se contente-t-elle de couvrir un acte qu'elle pense justifiable? Tout reste ouvert, mais une chose est certaine, elle est impliquée. La ville de Sète, toujours omniprésente, sert de toile de fond à cette tension sourde. Les ruelles calmes, la lumière dorée du soir, les cris d'enfants qui jouent au loin contrastent violemment avec l'agitation intérieure de Soisic. Cette discordance visuelle renforce l'impression de malaise. Tout semble normal, paisible, alors que le chaos couve sous la surface. Dans la scène suivante, elle croise Chloé dans la rue. Cette dernière, bienveillante, tente de prendre des nouvelles. « Tu tiens le coup ?» Soisic sourit, répond mécaniquement « Oui, ça va. Merci. » Mais son regard fuit. Elle détourne les yeux. Et Chloé, fine observatrice, semble percevoir quelque chose. Là encore, le non-dit est plus lourd que les mots échangés. On comprend que la vérité est en train de s'enfermer dans un cocon de mensonges blancs, de silences protecteurs, d'attentes impossibles. Le cœur émotionnel de ce chapitre repose sur ce dilemme fondamental. Quand on sait, doit-on parler? Et surtout, à quel prix? Soisic protège-t-elle François? Ou protège-t-elle Adam? Protège-t-elle l'homme qu'elle a aimé? Ou le père de son fils? Ou bien essaie-t-elle tout simplement de se protéger elle-même, de ne pas devenir celle qui trahit? La complexité morale est vertigineuse. Plus tard dans l'épisode, une dernière scène vient enfoncer le clou. François, escorté par la police, s'arrête brièvement avant d'être conduit au tribunal. Il croise le regard de Soisic, puis murmure « Surtout ne dis rien ». Ces mots, prononcés comme une prière, viennent sceller leur pacte tacite. Elle hoche la tête, il ferme les yeux, le pacte du silence est signé. Mais ce pacte est une bombe à retardement. Car dans une série comme Demain nous appartient, les secrets finissent alors toujours par remonter à la surface. La question n'est donc pas si Soisic parlera un jour, mais quand, et surtout, avec quelles conséquences. Ceux que tissent les années, les amours défaits mais inoubliables, les silences partagés, les souvenirs refoulés,
Soisic n'est pas une héroïne classique. Elle est humaine, imparfaite, déchirée. Et c'est précisément ce qui la rend si captivante. Pendant que les adultes de Sète se débattent, dans les eaux troubles du secret, du soupçon et des révélations, une autre tempête, plus discrète mais tout aussi violente, agite la jeunesse. Au lycée, Agnès Varda, le jour des résultats du baccalauréat s'est transformé en une épreuve à part entière. Ce qui aurait dû être une célébration s'ouvre sur une désillusion amère. Violette n'a pas son bac. Le choc est immédiat. Pour cette élève studieuse, déterminée, passionnée de littérature, l'échec est un coup de massue. La caméra capture le moment avec une pudeur poignante. Violette lit la liste d'un regard anxieux, cherche son nom, ne le trouve pas. Elle relit, elle grimace, puis elle s'éloigne, rapidement, pour éviter les regards. Elle traverse la cour du lycée, seule, écrasée par la foule joyeuse autour d'elle. Ce n'est pas seulement un échec scolaire, c'est un effondrement intérieur, une remise en question de sa propre valeur. De son côté, Bastien n'échappe pas non plus à la désillusion. Lui non plus n'est pas admis, mais il a une chance de rattrapage. Pourtant, il ne parvient pas à s'en réjouir. Lui aussi ressent cette sensation étrange d'être mis à l'écart, de ne pas avoir été à la hauteur. Le parallèle entre les deux adolescents est habilement construit par les scénaristes. Bastien, souvent sûr de lui, bon élève naturel, découvre pour la première fois ce que signifie trébucher. Violette, quant à elle, perd une bataille qu'elle pensait avoir gagnée à force de travail. C'est autour d'un soda tiède, au spoon, que les deux se retrouvent. La scène est simple, épurée, mais chargée de sous-entendus émotionnels. Bastien commence, on dirait que tout le monde a gagné sauf nous. Violette répond, la voix éteinte, peut-être que c'est eux qui trichent. Ce dialogue bref, presque enfantin, en dit long sur la violence sociale de l'échec. Il renvoie au système de performance dans lequel ces jeunes évoluent, un système où tout repose sur des notes, des classements, des seuils arbitraires. Et pourtant, dans ce naufrage scolaire, quelque chose d'essentiel se dessine, la naissance d'une solidarité. Bastien ne cherche pas à consoler Violette avec des phrases creuses, il est là simplement. Il lui propose de marcher un peu, de s'éloigner du lycée, et elle accepte. Ensemble, ils arpentent les quais de Sète, les yeux rivés vers l'eau, silencieux mais complices. La ville elle-même semble les soutenir avec ses ruelles calmes et ses embruns apaisants. L'épisode utilise cette balade pour ouvrir une réflexion plus large. Par petites touches, les deux jeunes évoquent leurs angoisses, leurs déceptions, mais aussi leurs rêves. Violette confie qu'elle voulait devenir journaliste, mais qu'elle doute maintenant d'y arriver. Bastien parle de son envie de voyager, de quitter la France, de voir autre chose. Leurs mots résonnent comme une critique douce du système éducatif français, et si le bac n'était pas la seule voie vers l'avenir, et si échouer signifiait simplement trouver un autre chemin. Cette thématique, bien que souvent explorée dans les séries adolescentes, prend ici une dimension plus profonde grâce au contexte général de l'épisode. L'arrestation de François, le secret de Soisic, le malaise d'Alain, autant d'exemples d'adultes pris dans leurs propres contradictions, leurs propres échecs. Face à eux, Violette et Bastien apparaissent d'autant plus lucides. Leur échec n'est pas un naufrage, mais une initiation. Ils apprennent que tomber fait partie de l'existence et que le plus important reste la manière dont on se relève. La musique qui accompagne leur marche est discrète, acoustique, presque nostalgique. Elle donne au moment une qualité de tendresse suspendue. Dans ce monde en crise, deux adolescents trouvent refuge l'un dans l'autre. Ce n'est pas encore une histoire d'amour, mais déjà une alliance précieuse. Une promesse de soutien mutuel, de respect silencieux. La symbolique du rattrapage est également très forte. Le mot lui-même, si souvent perçu comme une punition ou une dernière chance, est ici revalorisé. Bastien l'exprime clairement. Peut-être que la vraie vie, c'est un rattrapage permanent. Cette phrase, presque philosophique, résume l'état d'esprit qui traverse l'épisode. La perfection n'existe pas. Seul compte la persévérance et l'adaptation. En filigrane, les auteurs soulignent aussi l'importance de l'écoute. Aucun adulte ne vient blâmer Violette ou encourager Bastien avec insistance. Le silence des parents, l'absence de pression extérieure dans cet épisode, permettent aux deux jeunes de trouver leur propre réponse. C'est un choix narratif fort, qui valorise l'introspection et la résilience intérieure. Violette reçoit un message sur son téléphone. « On croit en toi, on est fiers de toi ». C'est sa mère. Elle sourit timidement, puis montre le message à Bastien, qui hoche la tête. Cette validation, simple et sincère, contrebalance l'échec scolaire. Elle rappelle que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à un résultat sur une feuille, mais à sa capacité à avancer. Ce chapitre, bien que centré sur deux jeunes personnages, résonne avec une universalité puissante. Qui n'a jamais connu l'échec? Qui n'a jamais douté de ses capacités, de son avenir, de sa légitimité? À travers Violette et Bastien, Demain nous appartient parle à chacun de nous. Et elle le fait avec pudeur, finesse et émotion. Au cœur de l'effervescence qui secoue Sète, un événement apparemment secondaire va bouleverser la trame émotionnelle de l'épisode. Le malaise d'Alain Lehaut, père de François.
Un simple vertige, dans un café? Bien plus que cela. C'est un instant de vérité brute, une onde de choc intime qui révèle que, derrière les drames visibles, les plus profondes blessures sont parfois silencieuses. Le corps d'Alain, vieilli, discret, se fait soudain le miroir de tout ce qui se tait. Nous sommes au Spoon, ce lieu familier devenu, au fil des épisodes, bien plus qu'un simple décor. C'est le carrefour de toutes les vies sétoises, un espace où se croisent les générations, les drames et les retrouvailles. Ce jour-là, Alain s'installe seul, commande un café allongé, il feuillette distraitement un journal, mais ses mains tremblent légèrement. Son regard est vague. On comprend, par bribes, qu'il a appris l'arrestation de François par une notification. Il n'était pas présent lorsque tout s'est déclenché, et il n'a pas eu le temps de parler à son fils. Ce silence, cette absence, le ronge. Pour un père, apprendre l'humiliation publique de son enfant sans pouvoir le défendre est une souffrance indicible. Alain n'a jamais été un homme expansif. Il a toujours gardé pour lui ses doutes, ses angoisses, mais aujourd'hui, son cœur ne suit plus, littéralement. Alors qu'il tente de se lever, une douleur fulgurante lui transperce la poitrine. Il s'effondre. La tasse se brise au sol. Le silence dans le café est immédiat, puis remplacé par un tumulte précipité. La scène est filmée avec une précision chirurgicale, les plans se succèdent, la main d'Alain agrippant le bord de la table, le café renversé, formant une mare sombre sur le sol, les visages paniqués de Roxane, Victoire, Georges, on appelle le SAMU, on desserre sa chemise. Victoire, médecin de profession, prend immédiatement le relais, donne les consignes, mesure le pouls. Tout va très vite. Et pourtant, le spectateur perçoit chaque seconde comme un souffle suspendu. Mais ce malaise n'est pas qu'une urgence médicale, il est le symbole d'un effondrement plus large, celui d'un père face à l'impensable. François, le fils qu'il a élevé, aimé, parfois durement corrigé, est aujourd'hui derrière les barreaux et il n'a même pas eu le temps de le prendre dans ses bras, de lui dire qu'il le soutient. Cette violence symbolique, cette impuissance, c'est cela que son cœur ne supporte pas. Transporté d'urgence à l'hôpital, Alain est pris en charge avec sérieux. Les examens sont lancés, Victoire rassure, ce n'est peut-être qu'une alerte, pas encore une attaque franche, mais le diagnostic n'est pas le plus important. Ce qui frappe, c'est la réaction des personnages autour de lui. Chacun prend soudain conscience que les dégâts collatéraux d'un drame judiciaire sont aussi physiques, humains, familiaux. On pense souvent aux victimes directes, mais rarement aux proches qui s'écroulent en silence. Pour Adam, petit-fils inquiet, c'est un nouveau choc. Il vient à peine d'encaisser l'arrestation de son père que voilà son grand-père à l'hôpital. Le garçon, habituellement calme, craque. Dans un couloir d'hôpital, il s'effondre dans les bras de Chloé. Pourquoi tout ça nous arrive maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait? Cette question, simple et bouleversante, résonne comme un cri collectif. Oui, pourquoi? Pourquoi une famille sans histoire bascule-t-elle soudain dans le chaos? Chloé, toujours lumineuse dans les moments sombres, répond avec douceur « Tu n'as rien fait, Adam, et ce que vit ton père ne définit pas ce que tu es. » Cette parole est essentielle. Elle dissocie l'identité du jeune homme de celle de son père accusé. Elle refuse l'amalgame. Elle protège la génération suivante du poison du soupçon héréditaire. Une bouffée d'air dans un océan d'injustice. Dans la chambre d'hôpital, une scène silencieuse clôt ce chapitre. Alain, à peine réveillé, regarde par la fenêtre. Il aperçoit un groupe de jeunes sur le parking, qui rient, qui vivent. Il ferme les yeux, on sent en lui une lassitude immense, mais aussi une forme de résilience. Peut-être parce qu'il sait qu'il doit tenir, pour François, pour Adam, pour continuer de croire qu'une vérité éclatera, qu'un équilibre pourra être retrouvé. En apparence secondaire est l'un des plus forts de l'épisode. Il nous rappelle que la douleur n'est pas toujours bruyante, que le chagrin peut se loger dans un muscle cardiaque, dans une poitrine qui se serre, et que l'amour parental, même pudique, peut être foudroyant. Il interroge aussi la société dans son ensemble. Dans une époque où tout est inscruté, comment vieillir dignement quand son fils est exhibé comme un criminel potentiel? Comment résister à la honte publique, aux regards soupçonneux, aux questions qu'on ne pose pas mais qu'on lit dans les yeux des autres? À travers Alain, Demain nous appartient propose une autre lecture de la tragédie. Celle d'un homme âgé, confronté à la perte de repères, à l'effondrement de son héritage moral. Un malaise, oui, mais surtout un appel au secours d'une figure paternelle qui refuse de baisser les bras. Au commissariat de Sète, derrière les murs gris, les couloirs ternes et les regards fuyants, une scène d'une intensité rare s'apprête à se jouer. François Lehaut, toujours en garde à vue, sait que son temps est compté. Il a été interrogé, confronté à ses contradictions, poussé dans ses retranchements. Le parquet a décidé de son déferment. Première étape vers une possible mise en examen. Mais avant de quitter les lieux, il formule une seule demande, voir Soisic. Rien qu'elle, une dernière fois, quelques minutes, personne ne comprend immédiatement pourquoi. Mais l'autorisation est donnée. La scène se déroule dans une petite salle annexe, sous la surveillance discrète d'un agent. François entre le premier. Il est fatigué, amaigri par la tension, mais ses yeux brûlent d'un feu singulier.
Swazik arrive quelques secondes plus tard. Son visage est fermé, son corps tendu. Elle ne sait pas si elle vient en ami, en complice, en témoin ou en juge. Mais elle est là. Et l'air entre eux est immédiatement saturé d'émotions anciennes, de rancunes muettes, de souvenirs trop lourds. « Merci d'être venu », murmure François. Swazik ne répond pas. Elle le fixe, presque incrédule. Lui ne perd pas de temps. Il s'approche légèrement, abaissant la voix comme s'il craignait que le silence lui-même les trahisse. « Je t'en supplie. Surtout, ne dis rien. Quoi qu'on te demande, garde-le pour toi. Protège ce qu'on a vécu. » La phrase est brève, mais son impact est foudroyant. Il ne précise rien. Pas de fait, pas d'aveu. Juste cette injonction ambiguë, presque irréelle, ne pas parler. Swazik recule d'un pas, troublé. Elle répond, d'une voix brisée, « Tu sais ce que tu me demandes ?» Il hoche la tête. Il sait. Il sait qu'il lui demande de trahir la vérité, ou peut-être simplement de la suspendre. De devenir complice, au nom de l'amour passé, au nom du fils qu'ils ont eu ensemble, au nom de cette histoire à laquelle elle n'a jamais totalement tourné le dos. Mais ce qu'il lui demande est plus qu'un silence. C'est une abdication. Et cela, Swazik le comprend instantanément. Le spectateur, lui aussi, est pris dans un vertige. Quel est ce secret que François cherche à protéger? Quel détail veut-il étouffer? De quoi a-t-il peur? Ce simple « ne dis rien » fait voler en éclats tous les repères. Le doute, déjà omniprésent, devient abyssal. La caméra s'attarde sur leur visage, celui de François tendu, suppliant, hanté. Celui de Swazik, figé entre colère et compassion. Puis un plan fixe, leurs mains posés à quelques centimètres sur la table, sans jamais se toucher. Toute leur histoire tient dans cet espace minuscule, ce vide, entre deux êtres qui se connaissent plus trop pour se faire confiance les yeux fermés. La force de cette scène ne réside pas seulement dans le dialogue, réduit à l'essentiel, mais dans ce qu'elle suggère. Swazik n'a pas encore parlé. Elle n'a rien révélé. Et pourtant, elle détient quelque chose. Une information, un indice, un geste passé. Le spectateur reconstitue le fil. Le lavage insistant de la voiture, le message vocal effacé à Adam, le regard troublé devant Chloé. Tous ces fragments prennent une cohérence nouvelle. Elle sait, elle a vu, elle a compris, et maintenant, elle doit choisir. Mais le choix que François lui impose est inacceptable. Il ne lui demande pas de l'aimer, ni de le défendre, mais de se taire, alors même que tout en elle hurle l'inverse. Ce dilemme est insoutenable, humainement, moralement. Swazik est médecin. Elle a juré d'agir pour le bien, de soigner, de protéger, mais elle est aussi mère et femme, et profondément liée à cet homme qui, malgré tout, continue de la hanter. Lorsqu'elle se lève pour quitter la salle, elle lâche simplement « Je ne promets rien, ce n'est pas un refus, ce n'est pas un consentement ». C'est la réponse d'une femme qui refuse de trahir sa propre conscience. Même par amour, la porte se referme derrière elle, François baisse les yeux. Il sait qu'il vient de perdre la seule personne capable de le sauver. Cette scène agit comme un point de bascule. Jusqu'ici, le récit laissait place au doute. François était-il victime d'une machination, d'un enchaînement malheureux, mais ce face-à-face trouble les lignes. Si François était totalement innocent, pourquoi supplier ainsi? Pourquoi cet acharnement à préserver un secret, au lieu d'éclater la vérité au grand jour? Le téléspectateur, lui aussi, est piégé. Il veut croire en l'innocence, mais les fissures s'agrandissent. La tension narrative atteint son apogée. Et surtout, la série pose une question vertigineuse. Jusqu'où irions-nous pour protéger quelqu'un que nous aimons encore malgré nous? La mise en scène redouble d'intelligence. Des plans resserrés, une lumière froide, un silence pesant entre chaque phrase. L'espace réduit de la pièce devient une cage mentale, un tribunal invisible où les deux ex-amants sont à la fois juges, accusés et témoins. À la sortie du commissariat, Swazik retrouve Adam. Il lui demande, les yeux humides, « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Elle hésite puis répond, « Rien, il n'a rien dit. » Un mensonge, ou une protection, ou les deux. En cet instant précis, elle devient gardienne d'un secret qui ne lui appartient peut-être pas, mais dont elle porte désormais le poids. Dans Demain nous appartient, les secrets sont des armes à double tranchant. Ils protègent autant qu'ils détruisent. Et celui-ci, scellé par ces 4 mots, « Surtout ne dis rien », est une bombe à retardement. Elle explosera, inévitablement, mais nul ne sait encore sur qui elle laissera le plus de dégâts. Alors que l'affaire François Lehaut assombrit l'horizon de Sète, que les familles s'effondrent et que les secrets se referment comme des pièges, une parenthèse lumineuse vient adoucir l'atmosphère de l'épisode 1980 de Demain nous appartient. C'est une histoire en apparence simple, discrète, presque secondaire, celle de Mia et Kevin réunis autour d'un déménagement. Et pourtant, dans ce contexte lourd de suspicion, de malaise et de douleur familiale, leur rencontre fait figure de souffle d'oxygène, de promesses douces, de renouveau silencieux. Tout commence devant l'immeuble où Michael, un proche de Kevin, boucle les derniers cartons de son départ. Mia, que rien ne prédestinait à croiser la route du jeune homme ce jour-là,
passe par là presque par hasard. La scène s'ouvre sur un enchevêtrement de meubles, de boîtes mal fermées, de plantes bancales et d'un ascenseur hors service. Le genre de chaos ordinaire qui pourrait exaspérer, mais que DNA transforme habilement en point de départ d'une complicité inattendue. Kevin transpire, râle, s'en mêle les bras avec une étagère bancale. Mia l'observe, puis propose son aide, presque en plaisantant. « T'as pas l'air de gérer tout seul, champion ?» Il rétorque faussement vexé. « C'est plus dur que ça en a l'air. Et je t'ai pas vu proposer ton CV de déménageuse. » L'échange est rapide, léger, vif. Le ton est donné. On comprend aussitôt que quelque chose se passe, ici. Une alchimie spontanée que ni l'un ni l'autre n'attendait. Ce tandem naissant repose d'abord sur l'humour, cette arme douce que la série utilise souvent pour construire des relations sincères. Les répliques fusent, les regards s'accrochent, les gestes s'accordent. Entre un canapé trop large et une bibliothèque qu'il faut démonter à la hâte, Mia et Kevin rient, soufflent, se confitent à demi-mot. Leurs différences, loin de les éloigner, deviennent des points d'appui. Elle est structurée, déterminée, il est instinctif, un peu désorganisé, mais profondément généreux. Très vite, la série glisse quelques détails subtils qui donnent de l'épaisseur à leur échange. En montant une table dans l'escalier, Kevin lâche, presque malgré lui, « J'ai jamais été très doué pour les trucs sérieux. » Mia, un peu surprise, lui répond « Moi j'ai toujours voulu tout contrôler. Et ça m'a fatigué. » Ces phrases, en apparence anodines, disent en réalité beaucoup sur leurs blessures invisibles, sur ce qu'ils ont vécu avant ce jour-là. Ils ne se connaissent pas encore bien, mais ils devinent en l'autre un écho, une possibilité de regard neuf. Visuellement, la mise en scène se fait plus douce, presque aérienne, la lumière naturelle filtre par les fenêtres ouvertes, les couleurs sont chaudes, enveloppantes. Contrairement aux scènes froides et tendues de l'intrigue principale, ici, tout respire l'espoir modeste. Pas de musique dramatique, pas de silence pesant, juste la vie, dans ce qu'elle a de plus simple. Deux jeunes qui portent un frigo et rient d'avoir failli le faire tomber. Et c'est précisément cette légèreté qui rend leur rencontre si précieuse. Car dans le tumulte qui agite Seth, François en prison, Alain hospitalisé, Swazik au bord de l'implosion, Mia et Kevin incarnent une jeunesse qui avance, qui se reconstruit, qui crée du lien au lieu de le briser. Ils ne savent pas ce que demain leur réserve. Ils ne cherchent pas de grands discours, ils se découvrent sans pression, sans masque. Et cette sincérité est bouleversante. Une scène centrale cristallise ce moment de bascule. Le soir tombe, les cartons sont presque tous montés. Mia s'apprête à partir, mais Kevin lui propose de rester pour boire un verre. Il s'installe sur le sol parmi les boîtes, les pieds croisés, deux verres en plastique à la main. Il parle de tout et de rien, de ce que c'est que d'aider quelqu'un qu'on connaît à peine, de la difficulté d'avoir confiance, de la peur de s'attacher. Les regards se prolongent, un silence se pose, pas de baiser, pas de gestes brusques, juste une intimité naissante, douce comme un secret bien gardé. Et dans cette intimité, la série glisse un message. Il est encore possible, malgré le chaos, de construire quelque chose de vrai. Mia et Kevin ne viennent pas réparer le monde, mais ils prouvent donc que l'instant présent peut encore être tendre, simple, libre de tout jugement. Une parenthèse lumineuse dans une société où tout semble s'effondrer. Alors que les autres personnages sont empêtrés dans des dilemmes moraux, des procès, des silences coupables, Mia et Kevin incarnent une forme de vérité immédiate. Ils ne cachent rien, ils ne se mentent pas. Leur lien, aussi fragile soit-il, est construit sur la franchise et l'échange. Le lendemain matin, Kevin envoie un message à Mia « J'ai retrouvé ma boîte à outils et mon envie de te revoir ». Elle répond quelques minutes plus tard « Moi, j'ai perdu mes clés, mais j'ai peut-être trouvé mieux ». Ces mots simples, échangés hors champ, témoignent d'un avenir possible. Rien n'est encore joué, mais tout est permis. Et dans un épisode aussi chargé en tension, cette ouverture vers l'amour, vers l'amitié, ou simplement vers un lien sain, est un acte de résistance poétique. En conclusion de cet épisode, 1980, le contraste est saisissant. D'un côté, les lourdes portes du fourgon de police se referment sur François, les visages graves des enquêteurs, les secrets encore enfouis. De l'autre, Mia et Kevin, deux jeunes anonymes, hissent à bout de bras une machine à laver en haut d'un escalier, en riant à gorge déployée. C'est dans ce décalage que Demain nous appartient trouve sa respiration, en montrant que même lorsque tout vacille, la lumière peut encore filtrer par les interstices de la vie ordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre intérêt pour Demain nous appartient, nous touchent profondément. Si vous avez apprécié cette analyse et que vous souhaitez continuer à vivre chaque rebondissement de la série avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à décrypter les intrigues, partager nos théories et faire vivre la passion autour de vos personnages préférés. Pensez aussi à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire. Que pensez-vous du secret de Swazik ? François est-il vraiment coupable ? Vos avis comptent énormément. Et surtout,
Restez connectés. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt et certaines pourraient bien vous surprendre. À très vite sur la chaîne.